Bienvenue à la suite et fin du chapitre sur les incertitudes et analyse dimensionnelle. Alors, j'espère que vous avez regardé la première vidéo. Sinon, je vous le conseille vivement. Les incertitudes type. Il s'agit en fait du calcul de l'estimation sur la grandeur mesurée. Nous avons tout d'abord l'incertitude de type A. Elle fait appel à des formules statistiques telles que la moyenne, les cas types. Passons directement à un cas concret de cette partie. Nous voulons déterminer l'incertitude type, c'est-à-dire une estimation sur le poids d'un étudiant pesant 81,8 kg. Tout d'abord, nous allons sélectionner un échantillon de 1000 étudiants pris parmi, disons, 2500. Donc, chacun a un poids XI et Y allant de 1 à 1000. Les XI sont généralement donnés sous forme de tableau. Donc, cette partie, quand on donne ici cette partie, c'est en fait sous forme de tableau. Ok. Nous allons calculer la moyenne et les cas types de cette série. Donc, la moyenne et les cas types de XI. Par les formules telles que nous avons là la moyenne. Elle est donnée par cette formule. Et les cas types là. C'est-à-dire, vous faites la somme des XI donnés et vous divisez par le nombre de XI, des I en question. Et là, vous avez les cas types comme je disais tantôt. Pour notre cas, supposons que la moyenne donnée 84,5 kg et les cas types 30. Puis, il faut avoir un degré de confiance et savoir son coefficient de confiance. Et ils sont généralement donnés dans l'exercice, donc ne vous en faites pas pour ça. Mais les coefficients de confiance, il faut les retenir parce que c'est généralement le degré de confiance qui est donné. Après cette étape, il ne manque plus qu'à déterminer l'incertitude type donnée par la formule les cas types sur la racine du nombre de X en question, c'est-à-dire le nombre d'échantillons. Là, vous allez voir, ici pas de 1 à 1000, c'est-à-dire qu'on a 1000 éléments. Donc on va diviser ici par racine de 1000 et nous obtenons ceci. Puis alors, nous pouvons nous arrêter là sur l'estimation, c'est-à-dire voici l'incertitude de type A trouvée. Généralement, il vous aussi demandé de donner l'incertitude élargie. Pour un degré de 95%, alors K est égal à 2. Vous allez juste multiplier l'incertitude de type trouvé par 2. Et si encore vous avez besoin de l'intervalle de confiance, alors vous allez faire la grandeur mesurée qui est 81,8 moins l'incertitude élargie pour avoir la borne inférieure et 81,8 la mesure plus l'incertitude élargie pour avoir la borne supérieure. Enchaînons avec les incertitudes type B. Ils sont aussi déterminés à l'aide des cas types, sauf qu'on n'a pas de série en fait. On n'a pas de série ici. Ils sont estimés à partir des informations données par le constructeur, l'expérience, la classe et l'instrument de la documentation du constructeur. Nous avons sélectionné quelques exemples visuels. Nous avons le cas d'un indicateur numérique, puis sur les balances. L'incertitude de type sur la résolution. Si la résolution est B, alors l'incertitude de type sera S est égal à B divisé par 2 racines de 3 ou alors B divisé par racine de 12. Un exemple. Une balance prise au milligramme mesure M égale à ce chiffre-ci avec une résolution B. L'incertitude de type est donc donnée par S. Vous voyez la B divisé par 2 racines de 3 et vous avez le résultat. Un autre cas,
lecture d'un indicateur, lecture sur un indicateur analogique, c'est-à-dire un cadran, un réglet. Vous avez l'estimation, vous avez l'incertitude de type égale à la graduation divisé par racine de 12. Un exemple, le cas d'un thermomètre. Si le pas de la lecture est une graduation pour 0,01 degré Celsius, alors S est donné par, vous avez la graduation, divisé par racine de 12. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut juste retenir les cas, parce que vous pouvez avoir plusieurs cas et puis vous pouvez vous embrouiller. Dans la suite, il s'agit d'une indication de type, la valeur mesurée, plus ou moins C. Vous avez la S. S sera donné par C, racine de 3. Donc, il s'agit là d'une indication de type, donc juste que l'examinateur vous donne cette forme-ci, et puis vous demande de calculer l'incertitude de type. Alors vous allez juste prendre cette valeur et diviser par racine de 3. Prenons le cas d'une résistance. Une résistance de 13,4 ohms donnée à plus ou moins 5% près correspond à une erreur maximale de delta C est égal à, comme vous pouvez voir, il s'agit en fait de l'incertitude relative, et pourtant là en fait c'est l'incertitude absolue, et on m'a donné l'incertitude relative là, donc je dois déterminer. Et vous savez que 5% c'est en fait l'incertitude relative, l'incertitude absolue sur la valeur en question. Alors vous voyez, j'ai juste tiré l'incertitude absolue qui me donne ce résultat. C'est vu dans le chapitre, dans la première partie de ce chapitre. L'incertitude de type sera alors donnée, comme vous le voyez. On prend juste l'incertitude absolue, on divise par racine de 3 et on a l'incertitude de type là. Évaluons. Nous allons nous intéresser maintenant comment calculer, c'est-à-dire l'évaluation sur une mesure indirecte type composé. C'est-à-dire que si G est une fonction de plusieurs grandeurs A, B, C, nous allons considérer A, B, ça peut être plusieurs, c'est pour ça que vous voyez des points là. Limitons-nous à G égale une fonction de A, B et C juste. L'incertitude se déduit sur G par la loi de propagation des incertitudes. Tout d'abord, une expression algébrique de type somme, c'est-à-dire nous avons G égale A, A plus B moins C. Les signes ne sont pas très importants puisque en faisant la composée, en calculant, vous allez voir que nous restons juste avec des signes positifs. Alors c'est pour cela que j'ai mis ici où G égale A moins B plus C. Ça n'a aucune importance. La formule est toujours la même. C'est l'état G, l'incertitude de type, égale l'incertitude de type sur A au carré, plus l'incertitude de type sur B au carré, plus l'incertitude de type sur C au carré. Pour une expression algébrique de type produit, nous avons là le type produit ou quotient, c'est la même formule. Nous avons aussi G égale à A fois B fois C, ou G égale A fois B sur C. La formule est la même. Nous avons delta G sur G qui est égal à l'incertitude de type sur A divisé par A au carré, plus l'incertitude de type B divisé par B le tout au carré, et pareillement pour C, c'est-à-dire l'incertitude de type C, l'incertitude sur C divisé par C le tout au carré. Pour une expression avec l'impuissance, si nous avons G égale A puissance N,
Alors, delta G sur G égale à N, delta A sur A. Après avoir déterminé les incertitudes types, il vous est généralement demandé l'écriture scientifique sur la grandeur en question, ou un degré de confiance donné. Ici, par exemple, l'écriture scientifique sur une grandeur G va s'écrire G égale à valeur mesurée, plus ou moins K l'incertitude type. Et K, c'est le degré de confiance. Le coefficient de confiance dépend du degré donné. Et là, c'est encore cette expression-là. Et où UR représente en fait l'incertitude élargie. En fait, là, c'est l'incertitude élargie, effectivement. Et comme je disais, K dépend du degré de confiance. Pour 68%, nous avons K égale à 1. Pour 95, le cas majoritairement utilisé, nous avons K égale à 2. Pour 99%, nous avons K égale à 3. Et c'est tout sur les incertitudes. J'espère vous avoir donné tout le nécessaire. Attaquons maintenant l'analyse dimensionnelle. Grandeur fondamentale et dérivée. En physique, les principaux grandeurs de référence sont le temps, la masse, la longueur, le courant électrique, la température, l'intensité lumineuse, la quantité de matière. Parmi les dérivés, quelques dérivés, nous avons la vitesse en mètres par seconde, la force en newton d'énergie en joule, la pression en pascal, le moment d'inertie, kilogramme, mètre carré, il y a d'autres, etc. Les systèmes d'unités. Il existe 3 systèmes d'unités dont les unités fondamentales sont choisies arbitrairement. Nous avons par exemple le système CGS. Ces unités fondamentales sont le centimètre, le gramme et la seconde. Nous avons le système MKS. Ces unités fondamentales sont le mètre, le kilogramme et la seconde. Lorsqu'on s'intéresse au phénomène électromagnétique, on ajoute une quatrième unité, l'ampère, d'où le système MKS ou SI, système universel, système international. Et c'est ce système que nous allons utiliser par la suite. C'est celui beaucoup utilisé en physique. Nous avons aussi le système MCS. Ces unités fondamentales sont le mètre, la tonne et la seconde. Dimension d'une grandeur. La dimension d'une grandeur, notons Y par exemple, a une quantité notée ce symbole. Comme je disais, nous allons voir par la suite, nous allons nous intéresser à la suite seulement au système MKSA. Okay. Par définition, ici, une grandeur Y est mesurée en kg puissance A, la masse en M puissance A, en seconde S puissance C. Alors, la dimension de Y sera, vous voyez là, et il faudra ajouter A si on est dans le cas d'un phénomène électromagnétique. Donc disons A, on devait ajouter ici, c'est dans ce cas-là, A puissance, disons D. Et l'état romain qui que si A égale à B égale à C égale à 0, alors la dimension de C est égale à 1. La quantité Y est sans dimension. Disons qu'il s'agit alors d'une constante. Les équations aux dimensions. Il s'agit en fait d'une relation existante
entre les unités d'un système dans laquelle toutes les lois de la physique, dans laquelle toutes les lois de la physique sont traduites par des formules de la même forme, soit G égale à K fois A puissance K, B puissance P, C puissance Y, une grandeur avec K une constante bien sûr. La dimension de G est notée comme précédemment, on va mettre ce symbole-ci. La dimension de G notée ce symbole-ci serait alors G, dimension de G égale dimension de A puissance K, dimension de B puissance P, dimension de C puissance Y, que nous pouvons écrire tout simplement aussi comme ceci. Vous avez vu, il n'y a plus de crochet. Vous avez vu, il n'y a plus de K ici. Justement, on a dit que K est une constante, donc sa dimension est 1. Pareil, K est une constante, sa dimension vaut 1. Par exemple, nous avons là le poids égal à mg. Si G ne varie pas, alors nous avons la dimension du poids, la dimension sur P, égale à, comme ça c'est la masse, on va noter un grand M. G c'est l'accélération des pesanteurs, c'est mesuré en mètres par seconde au carré. C'est pour ça que nous avons là en mètres, on parle de longueur, nous avons là un L. Et par seconde, on parle de ça, nous avons là T, T puissance, G en seconde, mètres par seconde sur moins 2, mètres par seconde au carré. Alors c'est pour ça qu'on a là une longueur. Et du temps, le temps T-2. Application des équations aux dimensions. Passage du système d'unité à une autre. L'expression de la force, une force, disons que F égale à MA. Dans le système TJS, la force se mesure en Joules, effectivement. Dans le système MKSA, la force se mesure en Newton. Par conséquent, nous aurons F égale à MA dans la dimension du F égale à la dimension de M fois la dimension de A. Nous avons là M. A c'est l'accélération. Il va s'exprimer à la même unité que G. Nous aurons alors l'expression plus haut, la même expression plus haut. Nous avons là. Et dans le système G, dans le système, en fait, ici c'est dans le système MKSA. Dans le système CJS, nous aurons cette expression-ci. Nous aurons là. Ça c'est le gramme, le mètre, le centimètre. Ça c'est le centimètre, ça c'est le gramme, ça c'est la seconde. Et là, j'ai directement converti le gramme en 10 puissance moins 3 kg, le centimètre en 10 puissance moins 2 mètres. Et la seconde est restée. Je suis en train de faire le rapport entre le système CGS et le système MKSA. Nous avons là le kilogramme reste, et la masse, la seconde, et tout ceci est le Joule. Et en bas, pour ceux qui reconnaissent la dimension du Newton, c'est M, c'est le kilogramme masse seconde au carré. Et nous avons là. Et comme ça va se simplifier.
nous allons rester avec 10 puissance moins 5. Ainsi, si on veut la dîme par rapport au newton, on a une dîme est égale à vérification d'une formule physique. L'analyse dimensionnelle permet de vérifier s'il n'y a pas d'erreur grossière sur une formule. Ça c'est aussi à ça. Un exemple, là il faudrait préciser quelle est la période d'un ressort. C'est dans le chapitre des oscillations, des oscillateurs mécaniques. En effet, on sait que la tension est donnée par Kx. La dimension de K sera la dimension de F sur X. Et nous avons la F. On a vu le cas d'une force, l'expression de la dimension d'une force précédemment. C'est M, L, T-2. X, c'est mesuré en mètres. On a en bas L, une longueur. Et en simplifiant L, on reste avec M, T-2. Donc, finalement, pour vérifier, nous allons calculer la dimension de T. Voilà, il s'agit d'une constante, la dimension vaut 1. Et là, nous allons juste remplacer la dimension du K, c'est trouvé précédemment, et la dimension du M, nous avons la puissance moins 1,5, nous avons ce moins 1,5, et il reste les puissances vont s'annuler. Nous allons rester avec T-1. Or, la dimension d'une période, il s'agit bien d'un temps, c'est le temps, donc T par T-1, donc c'est pas correct. Alors, pourtant, pour le second cas, nous avons là, on agit de la même façon, et nous avons un T, ce qui prouve que c'est cette formule. Alors, ainsi la période d'un ressort, dans le chapitre des oscillateurs mécaniques, serait donné par T égale 2 pi racine de M divisé par K. Alors vous voyez que l'analyse dimensionnelle peut servir à bien des choses, comme vous avez vu là, sur ce cheminement. Et nous aboutirons ici à K égale le temps, ce qui est correct. Ça montre que l'expression est homogène. Je crois que c'est tout sur le chapitre concernant les incertitudes et l'analyse dimensionnelle. Merci déjà d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner et de liker. Merci de partager avec vos cadets parce que c'est pour eux que je fais ça. Merci de les faire s'abonner, de les faire connaître la chaîne.